Cette vidéo traite du tout dernier paragraphe du chapitre 6 d'électromagnétisme, dans lequel on avait étudié un certain nombre de dispositifs électrostatiques. Et dans cette dernière partie, ce grand 4, on va étudier le noyau atomique, et plus particulièrement son énergie électrostatique de constitution. Donc l'idée est la suivante, vous savez qu'un noyau est constitué de protons chargés positivement et de neutrons qui sont neutre du point de vue électrique. Et donc, tous ces protons, comme ça mis ensemble dans le noyau, ont tendance à se repousser électriquement. D'accord? Et c'est justement cette énergie potentielle de répulsion électrique qu'on va estimer dans ce grand 4. Et pourquoi on va faire ça? Simplement parce que ça va nous donner finalement une borne inférieure de l'énergie de liaison nucléaire de la matière dans le noyau. Vous savez que cette énergie de répulsion électrique, elle est compensée par enfin, cette force de répulsion électrique, elle est compensée par une force qui colle les nucléons ensemble, et notamment les protons, c'est la force nucléaire forte. Et donc, en évaluant l'énergie potentielle électrique de répulsion, on va se donner une borne inférieure de l'énergie de liaison nucléaire, d'accord, qui forcément doit être plus grande que l'énergie de répulsion pour que le noyau n'explose pas et soit bien stable. Euh, alors, on va commencer par, comme le stipule le programme, par une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on doit exprimer cette énergie de constitution électrostatique du noyau euh, avec trois paramètres, donc la charge du noyau, hein, constituée par la charge de tous les protons, la permittivité diélectrique du vide, et puis le rayon du noyau. On va assimiler le noyau à une sphère, et grand R est le rayon de cette sphère. Alors, allons-y, je vais vers le fichier manuscrit. Donc ça, il faut essayer de le faire seul, encore une fois, au brouillon, avant de regarder la solution dans cette vidéo. Donc voici la solution. Bon, il y a deux méthodes ici pour faire l'analyse dimensionnelle. Il y a la méthode un petit peu élégante, on va dire, c'est-à-dire qu'on fait appel à des formules du cours d'électromagnétisme qu'on a en tête, sans revenir au système basique des unités, kilogrammes, mètres, secondes, ampères. D'accord? Donc, alors, on va essayer de faire des joules avec epsilon 0, Q et R. Alors, là, on pense énergie électrique. La formule qui nous vient tout de suite à l'esprit, vous savez, c'est l'énergie stockée par le champ électrique, hein, l'énergie volumique stockée par le champ électrique. Vous savez, c'est 1,5 de epsilon 0 carré. Bon, là, j'ai enlevé le 1,5 pour l'analyse dimensionnelle. Donc, on sait que ça, c'est des joules par mètre cube. Et donc, si je veux des joules, ben là, je peux multiplier par R cube. Hein, je vous rappelle qu'on cherche à exprimer l'énergie recherchée là en fonction d'epsilon 0, R et Q. Donc là, je multiplie par R cube. Et donc ici, là, je sais que j'ai des joules. Sauf que moi, je ne veux pas du champ électrique, je veux du epsilon 0 du R et de la charge. Bon là, c'est assez simple, je reviens à Maxwell-Gauss qui fait le lien justement entre le champ électrique et la charge. Là, c'est du E par mètre. Bon, c'est-à-dire que bah, je peux simplement prendre le champ électrique divisé par grand R. Un grand R, c'est justement ce que je vais garder dans ma formule finale. Rho, je sais que c'est de la charge par mètre cube. Donc ici, avec les paramètres que je vais garder, c'est Q sur R cube. Puis bon, il y a epsilon 0. Ok. Et moi, dans l'expression que j'avais au-dessus, là, pour avoir des joules, j'avais le champ électrique au carré. Donc je mets cette expression au carré. Ok. Et je réinjecte là-dedans. D'accord? Et donc ça me donne ceci. Et quand je simplifie, ça me donne ça. Ok? C'est Q carré sur epsilon 0 grand R. Donc ça, vous voyez, c'est quand même très puissant, hein, l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, là, en termes d'application numérique, ce serait peut-être pas formidable, on a peut-être un facteur 10, peut-être même un facteur 50, je sais pas moi, entre le calcul complet et puis cette expression. Mais déjà, on sait que si on double la charge, on quadruple l'énergie, si on, si on augmente le volume d'une certaine quantité, on sait de combien augmente l'énergie, enfin diminue l'énergie, etc. Alors, une méthode plus basique, j'ai appelé une sorte de méthode brutale, hein, c'est-à-dire on revient à la méthode générale sans essayer de se référer à des formules du cours
cours d'électromagnétisme. Donc je dis que l'énergie dont je recherche l'expression, elle s'écrit comme ceci en fonction des trois paramètres que je me suis donnés, avec des exposants alpha, bêta, gamma inconnus à déterminer. Les coulombs pour Q, on sait que c'est les ampères secondes, c'est facile. R est en mètres, c'est facile. Donc de revenir au système d'unité fondamentale. Bon, epsilon 0, ça va être un peu plus dur. Il faut se rappeler déjà que c'est des farads par mètre. Que les farads, hein, d'après la définition de la capacité en élec, c'est Q sur U. C'est des coulombs par volt. Et ensuite, bon, les coulombs, c'est facile, c'est des ampères secondes. Mais alors les volts, il faut revenir, faut toujours essayer dans ces formules de revenir à de l'énergie, hein. L'énergie, c'est vraiment la grandeur physique qui crée des ponts comme ça entre les différents domaines de la physique-chimie. Donc quand on revient à des watts, à des joules, en général, c'est assez facile de revenir au système d'unité fondamentale. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé la formule P égale U fois I. Donc on a des watts sur des ampères. Bon, les ampères, je garde. Et les watts, bon, bah, je reviens à des joules par seconde. Et les joules, je pense à 1,5 de MV2. Ok? Donc ça me fait ça. Une tension, ça s'exprime en kilogrammes mètre carré seconde moins 3. Bon, là c'était une tension, c'était l'inverse d'une tension, hein. Donc à la fin, epsilon 0, son unité, ça s'exprime comme ceci. Bon, donc je veux une énergie, hein, des joules qui vaut tout ça. Donc les joules, moi j'ai fait référence à 1,5 de MV2, et je dis que ceci doit être égal à, euh, à cela. Bon, j'ai pas tout réécrit ici, j'ai tout fait à la volée, hein. C'est-à-dire qu'ici j'ai pris l'exposant des kilogrammes, c'est 1, et j'ai dit que ça devait être égal au kilogramme qu'on avait dans cette expression. Bon, les seuls qu'on a, c'est dans epsilon 0, et donc on a moins bêta, puisque dans epsilon 0 c'est moins 1, j'ai moins bêta ici. Bon, après j'ai fait pour les mètres, l'exposant 2 de l'énergie de constitution, puis après j'ai regardé tous les mètres que j'avais là-dedans, etc. Après j'ai fait pareil pour les secondes. Et puis là le 0 c'est pour ampère puissance 0. Hein, c'est vrai que dans l'énergie j'ai pas d'ampère, mais j'en avais dans cette expression là. Et donc ça me donne ceci. Bon, ça me donne bêta et gamma, on les a tout de suite. Alpha aussi, puis à la fin on vérifie, on a bien 2 égale 2, on est content. Et on retrouve évidemment la même expression. Ok. Bien, après cette analyse dimensionnelle, on va faire le calcul. Alors déjà, je vais définir correctement ce qu'on appelle l'énergie de constitution du noyau, hein, l'énergie électrostatique, hein. Alors, c'est une énergie potentielle, hein. Typiquement, imaginez qu'on ait Z protons dans le noyau. Ces Z protons, ils sont en interaction électrique les uns avec les autres. Alors là, c'est difficile, hein. On a un problème à Z corps, si vous voulez. Alors ça, c'est clairement pas une situation qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier en classe préparatoire. On connaît l'énergie potentielle d'un point matériel placé dans un champ de force. Peut-être qu'en première année, vous avez vu l'énergie potentielle d'un ensemble de deux corps, hein. Bon, je suis plus sûr du programme, mais a priori, vous n'êtes pas allé au-delà. Donc quand on a Z corps en interaction, l'énergie potentielle, c'est pas simple, hein, c'est pas trivial à définir. Et en fait, bah, c'est ce qu'on va faire. En fait, l'énergie potentielle, on la calcule à partir de ce qu'on appelle l'énergie de constitution. Donc l'idée est la suivante. Initialement, mon objectif, c'est de constituer le noyau atomique devant moi, ok, sous mes yeux. Et comment je modélise ce noyau atomique? On va le modéliser par une sphère uniformément chargée positivement. Par exemple, s'il y a Z protons, on sait que la charge du noyau, c'est Z fois petit e, la charge élémentaire. Et donc, on va se donner un modèle simple où cette charge positive, elle est uniformément répartie dans une sphère de rayon grand R. Et pour grand R, on va prendre ensuite à peu près la taille usuelle des noyaux atomiques. Ok. Donc, à la fin, je veux une sphère de rayon grand R chargée positivement et uniformément devant moi. Et initialement, où se trouve cette charge? Elle se trouve à l'infini. D'accord? Vous imaginez une sphère de rayon infini et enfin voilà une surface sphérique, hein, et puis vous imaginez que comme ça, cette charge, elle est à l'infini. Et l'idée, c'est, alors quand la charge, enfin, quand toute cette charge positive, tous les éléments de cette charge positive sont tous à l'infini les uns par rapport aux autres, bah, les interactions, enfin l'énergie potentielle d'interaction, elle est nulle, d'accord? Donc
Quand cette charge, elle est à l'infini, disons l'énergie potentielle, elle est nulle. D'accord? Et ensuite, cette charge qui est à l'infini, imaginons, j'ai des bras très longs, d'accord? Avec mes mains comme ça, je prends cette charge hein, qui est à l'infini, et puis en forçant comme ça, je vais l'amener devant moi, je vais constituer le noyau devant moi. D'accord? Je prends la charge avec mes mains, elle est à l'infini, comme ça, et je l'amène devant moi. Et je sais que quand j'amène cette charge positive devant moi, je suis obligé de forcer, parce que quand je rapproche les charges positives entre elles, il y a répulsion, d'accord? Donc je suis obligé de fournir un travail, hein, je veux dire, je force quand je fais ça. Ok. Bon, c'est une image, hein, et ce travail exercé par mes bras, là j'ai donné un exemple concret, hein, mais c'est ce qu'on appelle le travail de l'opérateur. C'est-à-dire que la charge, elle est à l'infini, d'accord? De là où se trouvera le noyau à la fin. Et dans l'état final, le noyau, il est constitué devant moi, d'accord? Et donc il y a un mécanisme, quelque chose, qui a constitué le noyau et qui a dépensé du travail pour le faire. Donc c'est ça qu'on appelle le travail de l'opérateur. J'ai donné un exemple en prenant comme moyen mes mains, si vous voulez. Ok. Ensuite, on ajoute évidemment la situation suivante, c'est que dans l'état initial, la charge est à l'infini, mais elle ne bouge pas. Elle est immobile, elle n'a pas d'énergie cinétique. Et dans l'état final, j'ai le noyau constitué devant moi et il est totalement immobile. Donc dans l'état initial et dans l'état final, l'énergie cinétique de ma charge positive, de l'ensemble de ma charge positive est nulle. Ok. Euh, donc on comprend ce qu'on appelle l'énergie de constitution, hein. C'est le travail que je dépense pour constituer le noyau devant moi, alors qu'initialement toute la charge est à l'infini de là où je me trouve. Ok, donc euh, cette définition est donnée dans le PDF de cours, hein. C'est exactement ce que j'ai donné ici comme définition. Et vous avez ici, comme d'habitude, un petit énoncé qui vous permet de calculer cette énergie. Ok, donc essayez de faire ça avec un papier de brouillon et un stylo avant de regarder le corrigé qui vient. Bon, allons-y. Le corrigé, je zappe vers le fichier manuscrit. Allons-y. Donc, première chose qu'on nous demande, donc, on imagine le noyau constitué devant nous. Il a une charge grand Q qui vaut Z fois petit e, avec Z le numéro atomique. Et on suppose donc que la charge est uniformément répartie dans une sphère, on suppose le noyau sphérique. Et on nous demande la charge volumique justement de cette sphère, une fois le noyau constitué. Bon, c'est tout bête, hein. On prend la charge Q du noyau, on divise par le volume, et ça nous donne cette charge volumique. Ok? Bien. Ensuite, on va se placer dans cette situation. On a commencé à constituer le noyau, d'accord, par adjonction progressive de charge, hein, c'est-à-dire que j'amène pas toute la charge positive depuis l'infini jusque devant moi d'un coup. Je commence par former une petite sphère, puis ensuite j'ajoute de la charge par-dessus cette petite sphère, je la fais grossir comme ça petit à petit. Et donc là, on est en train de faire ça, et on s'intéresse à un moment où bah voilà, on a constitué un mini noyau de rayon petit r, c'est pas encore le noyau complet, hein. Petit r est plus petit que grand R, le rayon final du noyau constitué. Okay, donc on a commencé à constituer le noyau, mais on n'a pas fini, c'est un mini noyau si vous voulez. Et je vous demande ici la charge de ce mini noyau. Bon, c'est tout bête, je l'appelle petit q, et ben c'est la charge volumique fois le volume de ce petit noyau. Bon, et je peux exprimer ça en fonction de la charge du noyau total une fois constitué complètement, et ça s'écrit comme ceci. Et évidemment, une fois que petit r vaut grand R, bon bah mon mini noyau, c'est plus un mini noyau, c'est le noyau complet. Et donc, on imagine maintenant, c'est l'étape suivante, qu'on a adjoint de la charge depuis l'infini sur ce mini-noyau pour le faire grossir et pour le faire passer d'un rayon petit r à un rayon r plus dr. C'est-à-dire qu'on a comme ça rajouté une coquille sphérique d'épaisseur dr sur ce mini-noyau. Ok. Et là, je vous demandais d'exprimer le volume de cette coquille sphérique. Vous connaissez la méthode. Cette coquille est constituée à partir d'une surface
sphérique, et enfin, elle repose sur une surface sphérique, et vous savez qu'il faut prendre la surface de la sphère et multiplier par dr. Ça, c'est une recette pour trouver très rapidement le volume élémentaire d'une coquille sphérique. On prend la sphère sur laquelle cette coquille repose, si vous laissez la sphère intérieure, prenez la surface et vous multipliez par dr. Bon, ça se démontre avec un développement limité au premier ordre, mais je vous avais dit qu'il ne fallait pas démontrer ça, il fallait réciter cette recette. Ok. Et ensuite, je vous demande la charge élémentaire de cette coquille. Alors, comme c'est un volume élémentaire, il porte une charge élémentaire. Bon, c'est encore une fois tout simplement la charge volumique, puisque le noyau, une fois constitué, la charge volumique, elle est partout la même. Bon, à chaque fois que j'ai un volume et que je veux sa charge, ce sera toujours ρ0 fois le volume. Ok, ρ0 fois ce volume élémentaire, ça nous donne cette expression. Ok. Et maintenant, je vous posais dans le poly la question de savoir, mais pour passer du mini-noyau à ce mini-noyau plus une coquille sphérique, pour faire grossir le noyau en construction de R à R plus dr, quel est le travail que mes bras ont fourni lors de cette opération? J'ai adjoint cette coquille sphérique à mon mini-noyau. Lors de cette adjonction, j'ai dépensé combien de joules avec mes bras pour faire ça? Bon, là, je vais utiliser une loi très simple. Je vais considérer évidemment euh, la coquille. Alors la coquille c'est dans l'état final, mais la charge dQ constitutive de la coquille, une fois que je l'ai adjointe, qui initialement était à l'infini, cette charge élémentaire dQ, c'est mon système, et je lui applique le théorème de l'énergie mécanique entre l'état initial, lorsqu'elle est à l'infini, et l'état final, lorsque je l'ai adjointe au mini-noyau de rayon petit r. Donc voici le théorème de l'énergie mécanique. Ok, on peut rappeler la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Ici, il y a deux forces. Cette charge dQ qui se trouve initialement à l'infini et ensuite qui se retrouve collée au mini-noyau. Elle subit deux forces. La force de mes bras, ce qu'on appelle la force de l'opérateur, et puis la force de répulsion électrique du mini-noyau. Lorsque j'approche cette charge dQ qui était initialement à l'infini, je l'approche du mini-noyau, bah là j'ai une force de répulsion électrique. Ça, c'est la deuxième force. Mais je sais que c'est une force conservative. On sait que cette force électrostatique, elle dérive d'une énergie potentielle. Vous vous rappelez, c'est l'énergie potentielle qui s'exprime en fonction du potentiel électrique. QV, entre guillemets. Dans le cours, on avait appelé ça comme ça. Ok, donc moi je veux calculer le travail de l'opérateur. Donc il va falloir que j'exprime la variation d'énergie mécanique en fonction de choses connues. Bon, la variation d'énergie mécanique se confond avec la variation d'énergie potentielle, puisque par hypothèse initialement, cette charge dQ à l'infini est immobile, et ensuite, une fois que je l'ai adjointe au mini-noyau, elle est encore immobile, donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. Et donc le travail de l'opérateur, c'est tout simplement la variation d'énergie potentielle de cette charge dQ entre son état initial et son état final. Bon, je vous rappelle que l'état initial, c'est quand elle est à l'infini, et l'état final, c'est quand elle est adjointe au mini-noyau. Et là, j'utilise bien sûr l'expression Q fois V, d'accord? Donc on a cette charge dQ, elle subit une force de répulsion électrique de la part du mini-noyau. Vous vous rappelez que cette force électrique, c'est, elle est associée à un champ électrique qui lui-même est associé à un potentiel électrique, et on avait dit que justement quand on avait un système comme ça chargé placé dans un champ électrostatique, son énergie potentielle c'était la charge fois le potentiel. Ok, donc voilà, c'est la charge de mon système, fois le potentiel, ça c'est dans l'état final, et ça nous donne l'énergie potentielle finale. Puis l'énergie potentielle initiale, c'est encore une fois la charge de mon système, fois le potentiel dans l'état initial. Et le potentiel à l'infini, on avait dit qu'on le prenait conventionnellement nul. Vous vous rappelez que le potentiel, on peut choisir un point de l'espace où on fixe sa valeur, c'est ce qu'on appelle fixer la masse, vous vous rappelez, Voilà, on fixe la masse à l'infini, c'est-à-dire que le potentiel électrique est nul à l'infini. Ok. Bon, ça c'est bien joli, mais quel est le potentiel électrique créé par le mini-noyau dans son environnement, d'accord? Et notamment extérieurement à lui-même, puisque je vous rappelle que la charge dQ, à aucun moment elle rentre dans le mini-noyau, initialement elle est à l'infini, et puis après elle se trouve collée à l'extérieur du mini-noyau. Et ça, on avait montré qu'une sphère uniformément chargée générait euh, extérieurement à elle-même, générait le même potentiel que si cette sphère était ponctuelle, d'accord? Que si c'était le potentiel créé par une charge ponctuelle. Donc, le potentiel créé par
le mini-noyau, bah, c'est simplement ceci, où Q, bah, c'est la charge du mini-noyau. Ok? Comme on a pris un potentiel nul à l'infini, ça vaut 0. Et donc le travail de l'opérateur pour adjoindre cette charge dQ, hein, et venir coller cette coquille sphérique au mini-noyau, c'est cette formule, avec Q la charge du mini-noyau et dQ la charge de la coquille sphérique. Bon, c'est des expressions que j'ai données au-dessus, tout calcul fait, on trouve ceci. Et dernière étape, n'oublions pas que ça c'est le travail de l'opérateur dépensé pour adjoindre une charge élémentaire dQ, hein, pour faire croître le noyau de petit r à petit r plus dr. C'est pas le travail total à fournir pour former le noyau complètement. Pour former le noyau complètement, eh bien, il faut sommer tous les travaux élémentaires qu'il a fallu dépenser pour adjoindre, enfin voilà, pour adjoindre euh, euh, les coquilles successivement et former ainsi le noyau à partir de rien. Donc tout bêtement, vous voyez que pour passer de R à R plus dr, j'ai dépensé ce que j'avais appelé WOP. En fait, c'était un delta WOP, c'était un travail élémentaire. Ben, le travail total pour constituer tout le noyau, ben, c'est simplement la somme, euh, la somme de tous ces travaux qui s'écrivent comme ça. Et je vois bien que quand je somme sur petit r. En partant de rien et pour constituer le noyau complet, ben, on va intégrer entre petit r égale 0 et petit r égale grand R. Et puis, bon, c'est une primitive triviale et on trouve ceci. On trouve bien l'expression recherchée. On remarque qu'on trouve bien ce qu'on avait anticipé avec l'analyse dimensionnelle, Q carré sur epsilon 0 R, mais vous voyez que le facteur numérique devant, c'est quand même à peu près 1/20. Ok, ouais, c'est pas quelques unités, c'est quand même 1/20. Bon, voilà. Vous voyez qu'avec un énoncé, c'est quelque chose qui se fait assez simplement. Il y a juste l'étape où il faut appliquer le théorème de l'énergie mécanique, la charge dQ, qu'on adjoint pour faire croître le noyau d'un rayon dr. C'est ça un peu la difficulté du calcul, mais une fois qu'on l'a vu, après, c'est assez tranquille. J'ai fait ici une application numérique dans le cas du noyau de cobalt, et je trouve une énergie de constitution électrostatique de l'ordre du MeV, du méga électronvolt. Je vous rappelle que j'ai exprimé ça en joules, puis bon, l'électronvolt c'est l'unité appropriée au monde microscopique, donc notamment pour le noyau, et donc j'ai divisé par 1,6 10 puissance moins 19 joules, et ça m'a donné ça. Ok? Et je vais aller regarder sur internet. L'énergie, donc ça c'est l'énergie de répulsion, l'énergie potentielle de répulsion électrique, si vous voulez, au sein du noyau. J'avais dit que ça nous donnait une borne inférieure pour l'énergie potentielle d'interaction forte qui colle tous les nucléons ensemble. Et il s'avère que l'énergie de liaison associée à l'interaction forte, c'est quelques MeV, mais par nucléon. D'accord? Donc quelque part, c'est quelques dizaines, voilà, quand on a 60 nucléons comme dans le cobalt, c'est quelques dizaines de MeV pour le noyau. Alors que nous, pour l'énergie de répulsion électrique, on a trouvé quelques dizaines fois moins. Ok? Voilà. Donc on peut garder cette idée en tête, c'est que entre ce qu'on a calculé et puis, donc ça c'est pour quand on a calculé une énergie constitution électrique, hein, une énergie de répulsion électrique, mais l'énergie d'attraction, d'interaction forte, elle est quelques dizaines de fois supérieure. Voilà.